donc les principales conclusions de l'étude. Alors, ça a été écrit en anglais, ça a été traduit depuis de plusieurs langues. Et ce travail, c'est important d'en rappeler un petit peu la genèse, c'est qu'il n'existait pas dans les débats internationaux de reconnaissance des budgets participatifs et de leurs possibles contributions, alors qu'il y avait quelques villes qui commençaient à travailler. Et donc, avec l'OIDP, mais aussi avec la CGLU, avec ENDA et COPOP, et avec Bachir, avec le Fonds mondial des développements des villes, avec Kotakita et l'université à laquelle j'appartiens, nous avons décidé d'impulser un certain nombre de réunions, en particulier qui ont eu lieu à Mexico, dans la rencontre mondiale de l'OIDP, et puis qui ont eu lieu aussi au Forum mondial d'Abu Dhabi, dans laquelle on a réussi à avoir un petit groupe de travail, à la suite de quoi un gros travail de documentation a été fait, de manière volontaire par une quinzaine de villes. C'est la première étude comparée, on pourrait dire. Et ensuite, il a fallu traiter toutes ces données. Et je vais vous en donner l'essentiel en, en 10 minutes. Alors, les principales conclusions de l'étude, j'ai organisé ça autour de 5 points. D'abord, un petit tour d'horizon sur quelles sont ces villes participantes de toute taille, qui sont dans toutes les régions et qui pratiquent des budgets sensibles au climat de multiples manières. Ensuite, on va voir quels sont les impacts locaux et puis les contributions réelles des budgets participatifs à l'adaptation climatique. Et puis aussi, voir quelles sont les innovations dont ces expériences sont porteuses, pour terminer avec un agenda pour le futur, peut-être à discuter dans les prochaines réunions, mais aussi pour avoir de votre point de vue, quelles sont les pistes à suivre pour être mieux préparé à affronter les changements climatiques à partir d'expériences des démocraties locales. Alors, faisons d'abord le tour d'horizon. J'ai 8 slides en tout, donc c'est très peu. Le tour d'horizon, c'est que les villes qui ont commencé à travailler les questions de changement climatique, elles sont en fait de toute taille, depuis des petits villages, vous voyez sur la carte de Cervera Minho, qui est à la fois qui est une ville binationale, portugaise et espagnole de moins de 20 000 habitants quand on additionne, jusqu'à des villes comme Cuenca de 500 000 habitants, et puis des très grandes villes comme New Taipei City à Taïwan, qui fait plus de 4 millions d'habitants. Donc, vous voyez une très grande variété qui est intéressante puisqu'elle nous permet de voir que les villes différentes affrontent des issues qui sont les mêmes. La deuxième observation, c'est que ces expériences, elles s'étendent depuis plus de 20 ans, donc c'est pas neuf. C'est le cas de Cuenca qui est là depuis plus de 20 ans, d'autres de plus de 10 ans. C'est par exemple Semarang en Indonésie, que ce soit Argir, que ce soit Dalifort, qui je crois rentre dans son 10e cycle. Argir, c'est dans le Bachkortostan en Russie, qui fait beaucoup de choses. Et puis, il y en a beaucoup plus des récentes ou des très récentes, mais malheureusement, certaines sont interrompues depuis l'étude. C'est le cas de Metz en France. Alors, pour donner un peu une typologie d'ensemble et comprendre assez vite les tendances actuelles, la majorité sont à base territoriale en termes de budget participatif, c'est-à-dire ils sont sur l'ensemble de la commune, que ce soit une commune d'arrondissement, que ce soit une municipalité, sur des villes binationales, que ce soit au niveau de métropole, que ce soit au niveau de petits villages ou de gros villages, que ce soit aussi au niveau de régions. Je citais la République de Bachkortostan, mais il y en a dans l'ensemble des républiques. Alors ça, c'est un point important par rapport aux objectifs du millénaire, qui était de dire qu'il ne faut laisser aucun espace de côté. Le deuxième aspect, c'est que, et ça c'est récent, ça c'est en rouge parce que c'est récent, vous avez des budgets participatifs thématiques climat ou éco-citoyens, c'était Metz. Pour le développement durable, nous allons entendre l'expérience de Bordeaux, des budgets participatifs pour une transition écologique, c'est va être l'expérience que nous allons entendre de Montréal. Et donc, dans ces cas-là, l'ensemble des ressources sont pour un thème, c'est le thème durabilité. Ça, c'est neuf. Ça n'existait que
pratiquement jamais. Alors, une, une autre aspect intéressant, c'est que vous avez également des expériences de budget participatif sans climat qui sont des systèmes mixtes entre des acteurs, donc à base d'acteurs, où l'argent est des acteurs, et un thème. C'est par exemple le cas des budgets participatifs verts dans les écoles à Lisbonne. C'est le cas des budgets participatifs des jeunes pour le changement climatique à Molina de Segura, qui participe aussi à l'étude, en Espagne, dans la région de Murcie. C'est le cas de Taïwan avec New Taipei City, qui sont des budgets participatifs pour les économies d'énergie. Voilà. Et c'est mixte parce que c'est avec la participation des entreprises privées et de leurs employés. Donc, vous voyez, des systèmes mixtes qui croisent un acteur spécifique et simplement un thème autour du climat. Ce sont ceux qui ont eu quand même pas mal d'impact. Et puis ensuite, vous en avez qui sont à base territoriale, donc le cas de Cuenca, avec des districts essentiellement ruraux, ils n'ont pas fait cela dans les villes, et qui sont pour les plutôt orientés vers les plus pauvres, les familles migrantes et les plus exposées au changement climatique. Dans cette carte, qui est une carte sur la vulnérabilité et les capacités de réponse, ce qui n'est pas de nous, hein, qui n'est pas ni de l'OIDP ni des partenaires, elle permet de voir que ces villes, en fait, elles sont dans des zones qui peuvent être de très grande vulnérabilité. On le voit, ça va être le cas de Luija au Congo, c'est le cas d'Alifor au Sénégal, c'est le cas de Pemba au Mozambique, mais qui sont très peu prêtes. Mais aussi, les budgets participatifs, ils apparaissent par exemple à Metz en France ou à Bordeaux, dans des régions qui paraîtraient très prêtes et avec des bas niveaux de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les statistiques nationales ne sont pas adaptées pour traiter du budget des questions de climat. Ce sont des micro-impacts. Et ça, il faut le prendre en compte parce que si on ne travaille pas au niveau des villes, on ne saura pas comment affronter. Donc, regardez bien cette carte, elle est complexe, mais très utile parce qu'elle nous apporte des réponses en montrant que l'espace local peut être l'espace de réponse adapté aux effets des changements climatiques. Hmm. Alors, oh, oui. Mhm. Alors, les effets, je vais aller un peu plus vite, les budgets participatifs sensibles au climat, ils ne naissent pas des agendas internationaux, mais ils naissent des effets dramatiques ressentis par les habitants. Ça, et c'est également un des enseignements de l'étude. On pourrait penser qu'ils sont le fruit de programmes internationaux, de grandes organisations. Non, ils naissent des effets vécus par les habitants. Alors, les plus fréquents sur notre série, qui ont donné prise à des budgets participatifs, c'est surtout des inondations. On le voit ici, hein, dans le cas de Dakar, de Sali, du fait donc des fortes pluies, mais aussi de l'élévation des niveaux des mers. C'est le cas de l'Indonésie, un pays d'îles, dans lesquels, du fait de la montée des climats, il faut trouver des solutions à très court terme pour que certains logements puissent être sauvés. C'est aussi le cas dans la photo du bas de Agda avec des incendies. Beaucoup de budgets participatifs naissent du fait d'incendies, on va le voir en Russie. Ils naissent aussi des fortes pluies à Luincha, des îlots de chaleur, des vagues de chaleur, de cyclones. En conclusion, ils naissent non pas d'un seul effet, mais en général, dans une même ville, ils adressent plusieurs effets combinés des budgets, des changements climatiques. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a un outil qui permet d'attaquer par plusieurs fronts les lieux et avec les gens concernés, des solutions immédiates et combinées. Je continue. Alors, regardons maintenant les résultats. Et c'est peut-être là la partie la plus riche de l'étude, c'est que les réponses sont à la fois très variées, elles sont multiples, elles sont très adaptées. Donc là, on a une vraie contribution aux effets du changement climatique. Vous n'en avez pas une qui ressemble à l'autre, mais elles attaquent toutes les mêmes problèmes.
Alors, on nous posait la question: «Est-ce que c'est marginal? Ça n'a pas l'air que les budgets participatifs», voilà. Et donc un très gros travail a été fait et dans les 11 villes où on a réussi à avoir des données, vérifiées, confirmées, on se rend compte tout de même qu'il y a eu plus de 900 projets approuvés. Nous en avons analysé 4 400 sur 2 ans, et que cela représentait plus de 22 millions de dollars d'investissements locaux. Donc on a bien une contribution très importante. Il est temps de reconnaître. D'autant plus important que ces villes ne sont ni riches, ces 11, elles ne sont ni riches ni grandes. Donc on pourrait penser quel peut être l'impact que l'on pourrait obtenir. Alors les proportions sont très variables par rapport au budget participatif, disons, ça va de quelques pourcents dans lequel le climat est peu important, jusqu'à 100 par exemple dans le cas de Bordeaux ou de Taipei, qui sont dans des budgets thématiques autour de du développement durable et du climat. Le nombre de projets varie aussi. Il va à moins de 10 par an, jusqu'à une ville comme Cuenca, où il est à plus de 500, Metz, plus de 120, San Pedro, Garcia Garcia, au Mexique, à côté de Monterrey, 185 par an. Donc là aussi, il n'y a pas de règle et c'est ça qui est très riche. Alors, même si les catégories correspondent aux réalités locales, nous n'avons pas imposé des catégories d'adaptation et d'atténuation. Ce sont les villes qui ont fait ce travail. Mais on peut identifier, et ça c'est encore un enseignement, on identifie en fait 6 types de réponses ou 6 types de projets approuvés et proposés par les habitants. Alors, la première catégorie, qui est avec la seconde la plus courante, ce sont des projets tangibles, quoi, concrets, d'adaptation climatique. Vous voyez une photo, c'est celle avant et après à Dalifort, mais je laisse aux amis de Dalifort le soin de développer cela, ils vont le faire dans leur présentation. Mais vous avez dans la photo du haut un réservoir à Agda, donc touché par les incendies au Portugal, et dans laquelle le vote a été un réservoir d'eau pour aider les associations qui luttent contre les feux qu'on ne sait pas éteindre quand même, souvent, et pour être très proche des sources d'incendie. La photo du bas, là je suis dans le Bashkortostan et à Ashgir. Imaginez que grâce au budget participatif, ce sont plus de 500 projets par an de lutte contre l'incendie, de transformation de vieux bâtiments pour avoir des stations de pompiers financées, de réhabilitation de bâtiments, pour être plus proche de ces milliers d'incendies qui ont lieu dans des terrains qui sont de plus en plus touchés par les incendies du fait des changements climatiques, toute la plaine de l'ancien Donbass et du Caucase du Nord. Dans la photo du bas, on se retrouve à Bordeaux où vous avez à la fois des projets qui sont d'adaptation d'atténuation des effets. La catégorie 2, elle est moins fréquente. Sur l'atténuation des effets, ça va être des actions là, de volontariat, mais soutenues par le BP dans le sud Kivu, pour replanter des arbres, pour arrêter l'érosion du fait des pluies qui sont de plus en plus sévères. Alors, 4, 5, 6, vous avez d'une part de la formation et des campagnes, les mots sont partis, et des campagnes de sensibilisation sur les questions climatiques. C'est la photo du haut à Cervera Tomigno, qui va être une journée de formation pour des enfants grâce au budget participatif, pour leur expliquer que faire avec les ordures ménagères pour pouvoir les recycler et parfois en faire des objets, mais c'est surtout sensibilisation à traiter différemment les déchets. C'est aussi la photo à New Taipei City avec des entreprises qui vont être de sensibiliser pour réduire les consommations d'énergie, qui était le thème qu'ils avaient, réduire les consommations d'énergie dans les entreprises et sensibiliser les populations pour également consommer différemment l'énergie. Alors, une autre série de projets sont les projets d'alerte précoce. Ils sont très présents en Russie et vont alerter avec des haut-parleurs, des panneaux, quand les incendies commencent à apparaître pour pouvoir y être plus vite avant qu'ils ne
disons, se répandent. Et puis la photo du bas, c'est à San Pedro au Mexique, qui a été de financer une application pour que les gens puissent voir quand c'est que du fait des inversions climatiques, on a, des problèmes de pollution et qu'il faut rentrer chez soi ou qu'on ne pourra pas faire de la gymnastique, dans les écoles, voilà. Et puis le 6e catégorie, très peu présente, mais très intéressante, ce sont des études, comme à Molina de Segura, qui a été une étude sur la consommation électrique publique, qui doit mener à avoir des votes pour transformer les modèles de consommation d'énergie. On voyait des réponses très, très diverses. Alors, multitude, encore un enseignement, même si on n'a pas beaucoup d'expérience, on a une multitude d'innovations dans plusieurs domaines. Malheureusement, la partie la moins documentée et qui demanderait beaucoup de travail. Et alors, ces innovations, vous regarderez dans le document, elles sont d'une part au niveau de la participation et du jeu des acteurs, c'est ces photos que je vais commenter. Elles sont aussi au niveau de finances et des budgets, en particulier avec des solutions intéressantes de cofinancement, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est aussi, sur le plan normatif et institutionnel, là, on a des bons enseignements pour voir comment les budgets participatifs, sensibles au climat peuvent être optimisés, à la fois quand ils dialoguent avec d'autres canaux de participation, mais aussi avec les plans climat. C'est quand ils arrivent à faire le pont entre les 2 qu'ils deviennent puissants et lorsqu'ils s'inscrivent aussi dans des, politiques ou des programmes. Tout seuls, ils n'ont pas tellement d'impact. Ouais, donc c'est quand même un outil de, politique publique, qui doit être, signalé ici. Et puis la 4e dimension qui est passionnante, à mon avis, c'est un des grands enseignements à mon sens, c'est, dans le cas de Cuenca, où ils ont un système, d'allocation dans les 21 paroisses rurales. Donc depuis 2000, ils font du budget participatif. Et alors, ils ne répartissent pas les budgets de manière égale, mais ont des systèmes de critères et de péréquation pour atteindre celles qui sont le plus, qui ont le plus de besoins. Et dans ces critères, qui vont permettre de répartir des ressources entre 100 000 et 500 000 $, c'est le dollar est la monnaie nationale en Équateur, de 100 à 500 000 $, ils ont un critère de justice climatique et d'équité climatique, dans laquelle, en fonction de la vulnérabilité du territoire, donc de la paroisse, qui s'appelle des parroquias, de la paroisse, il y aura des points en plus qui vont vous donner des ressources en plus. Et donc, vous voyez, là, on a une intégration dans la mécanique du budget participatif d'un outil qui permet de canaliser des ressources, en l'occurrence, relativement importantes, puisqu'on parle pour des communes rurales d'une ville de 500 000 $. C'est pas rien. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur les dimensions participatives. Et là, ce que l'on constate, et ça va être ces 3 photos. La première, c'est que les villes, et on va entendre Yaoundé, on va entendre, Dalifort, heu, les formes d'organisation communautaire et le renforcement du travail communautaire est sûrement un des outils principaux pour arriver à des projets qui soient le plus finement possible ajustés aux besoins locaux et d'optimisation des ressources. Donc ce pari sur la formation, sur l'organisation communautaire est sûrement un des grands enseignements. Le deuxième enseignement qui va dans le même sens, c'est la formation. Cette photo du bas est de San Pedro Garcia, à Monterrey, qui font de la formation systématique à tous les âges pour, que les ressources disponibles puissent vraiment être discutées avec des personnes qui savent ce que c'est l'adaptation, le changement climatique et qui arrivent à, optimiser ces ressources. C'est sûrement le meilleur investissement. Alors, un thème qui est apparu un peu transversal je dirais sur l'ensemble des études, c'est quand même ce thème de la entre médiation autour des thèmes climatiques, entre, des habitants qui sont directement exposés et des pouvoirs publics, dans leur ensemble, hein. C'est pas simplement des municipalités, ça peut être des régions, ça peut être des autorités municipales, des programmes nationaux sur le climat. Et là, on a plusieurs modèles de médiation
Vous avez de la médiation qui est faite soit par des équipes internes, des équipes formées, en l'occurrence, à l'intérieur des villes ou des régions ou des communes d'arrondissement. Vous avez un deuxième qui est de la sous-traitance avec des entreprises de consultance spécialisées sur ces thèmes pour faire les ponts. Et puis un troisième qui est, en l'occurrence, c'est le cas de Semarang avec Kotakita, donc un des partenaires de cette étude, et qui va être de faire une formation beaucoup plus profonde à partir d'ONG spécialisées. Vous avez ici les dames de Kotakita, qui va être de la préparation aux désastres naturels, avec des cartes, avec de la formation de terrain assez pointue, pour que les projets qui émergent répondent le mieux à des plans, disons, un peu plus larges, dans ce cas-là. Mais dans chacun des cas, il y a eu beaucoup d'innovations. Alors je termine par la dernière, mon dernier point ici, c'est quel agenda pour le futur? C'est-à-dire si on veut vraiment massifier et maximiser, l'impact étant donné l'importance du climat, que faire? Alors dans ce et là, peut-être le premier point, c'est qu'il y a un besoin d'élargir aux 6 000 villes qui déjà pratiquent le BP, mais on a vu, il n'y en a pas beaucoup en fait qui pratiquent du budget sensible au climat. Donc il y a un véritable effort à faire vers ces villes qui, sur le plan mondial, manient quand même beaucoup de ressources et donc on travaille dans ce sens. La deuxième, je l'ai cité, c'est documenter mieux les savoir-faire. Metz a disparu, heureusement qu'on a encore les savoir-faire ici qui sont, partagés, mais la volatilité est quelque chose de très répandu dans le budget participatif, donc on perd en innovation et puis soutenir l'innovation dans les villes qui pratiquent. Là, on en a vraiment, besoin aussi. Alors le deuxième axe, c'est du plaidoyer, mobiliser les acteurs, qui soient des organisations internationales, des Nations unies, des aides bilatérales, des associations de villes, des mouvements associatifs, pour sensibiliser aux bénéfices des budgets climat, budget participatif climat. Le troisième élément sur comment massifier, c'est, avec une phrase un peu lapidaire, les budgets participatifs climat, en fait, c'est une mine d'or de solutions largement inexploitées. Je vous cite Metz, mais c'est un cas parmi d'autres, je pourrais en citer beaucoup. Regardez, entre 2014 et 2019, il y a eu plus de 3 700 propositions citoyennes. Et si on prenait Lisbonne, c'est pareil. Si on prenait d'autres villes, c'est pareil. Et il n'y a eu que 298 projets approuvés. Donc on a un réservoir d'idées et de propositions complètement sous-traitées. Et donc là, on voit bien que ces propositions-là, elles pourraient être source d'inspiration pour les agences internationales, pour les plans nationaux, pour les plans locaux, pour les plans régionaux. Et cela, c'est un immense chantier qui reste à faire. Et puis, dans la reconnaissance des vertus sur le budget participatif, peut-être être clair avec les villes pour dire le budget participatif est à la fois un thermomètre et un baromètre. Donc, on est vraiment dans le climat. Un thermomètre, pourquoi? Parce qu'il vous dit en temps réel quels sont les problèmes de climat qui apparaissent et où. Voilà, il ne faut pas attendre, on sait, là où ça inonde, on sait qu'il ne faut pas travailler là, mais là, on sait comment prévenir et ça, les habitants, dès que l'on travaille, le savent. Et le baromètre, il vous permet de prévoir, d'anticiper les effets du changement climatique. Donc cette double fonction, elle est quand même un thème important et puis, heu et avec cela, je voudrais passer la parole à Bachir, Kanouté, puisque c'est à partir de sa réflexion, en fait, qu'était née à partir d'une de ses premiers diapositives qui était née cette idée, qui a germé entre nous, qui sont les budgets solidaires pour une justice climatique et qu'il va nous expliquer et qui est un peu un des axes de réflexion qu'on voudrait partager avec vous et puis avoir vos réflexions autour de ce thème-là qui peut-être pointe vers des solutions innovantes pour le futur. Je vous remercie pour votre attention